Tu me diras, Noli, si tu vois. Nous sommes live. Yes, yes, Noli. Bonsoir tout Une le bonne, monde. très belle émission ce soir, Noli. À chaque Oui, semaine, tu nous gâtes. Cette arrêtez, semaine, arrêtez. on est encore plus gâtés pour la fête de mer avec deux invités de marque que tu vas nous présenter. Ça va être Et oui, excellent ce soir, un beau effectivement. débat. Je vais juste finaliser mon live pour être sûr que tout le monde me voit. Yeah, same here. Désolé les auditeurs du délai. Bonsoir, Nice, messieurs. nice. Bonsoir à vous. Là, présentement, nous sommes live. Le monde nous voit, nous écoute. Depuis que je vous ai annoncé au début de la semaine, nous avons reçu une panoplie de questions, de commentaires. Les gens avaient hâte de pouvoir émettre des opinions également. Et puis, comme à tous les dimanches, je lève toujours mon verre, mais particulièrement ce dimanche-ci, à tous les mamans. Donc, messieurs, je vais souhaiter à toutes les mamans qui nous écoutent bonne fête des mères. Et je vous lève le verre, messieurs. Alors, à vous. Et à la fin à vous, bonne soirée. Et à la fin de la soirée, j'ai une surprise pour toutes les mamans qui vont nous écouter. Donc, je vous demande de rester là. Écoutez, ce soir, on va aller dans un sujet. OK. Ce soir, on va aller dans un sujet qui est vraiment qui touche l'actualité. Et puis, j'ai un collaborateur, Walter Inn, avec qui j'ai travaillé beaucoup cette semaine concernant cette émission-là. Puis aussi, je me suis inspirée de son texte qu'il a fait. Et ça s'intitule « Et si les médias foutaient la paix aux Haïtiens de Montréal-Nord? » Will, avec ce qui se passe présentement, est-ce que tu peux me dire pourquoi que Montréal-Nord est le bouc émissaire des médias? Montréal-Nord, hein, c'est souvent le lieu où est-ce que tous les péchés semblent être. J'ai l'impression parfois, au lieu de voir la réalité du quartier, on préfère dire, ben, ces gens-là, on les connaît pas, ils semblent être issus de la diversité. C'est Montréal noir, on met ça de loin. On essaie d'y attribuer tous les mots, sans prendre le temps de regarder, mais quelles sont les conditions du quartier avant tout? Pourquoi il y a un taux de pauvreté élevé? Pourquoi il y a des réalités beaucoup plus difficiles? Pourquoi il y a une forme de racisme systémique? Et ça fait vendre les journaux quand on parle d'une autre manière où on parle en mal de Montréal-Nord. Depuis qu'on en parle, parce qu'il y a un paquet de belles actions qui se passent à Montréal-Nord et je peux t'en nommer des milliers. Oui, Mais c'est pas vu, ça. c'est pas vu, puis c'est pas intéressant pour les médias. Nous, on essaie de les attirer dans les bonnes actions qu'on fait. Et dès qu'il y a un petit quelque chose, il y a un crime qui va se passer à quelque part dans le nord de la ville, on va dire il y a un crime dans le nord de Montréal. Juste pour essayer de dire, ah, c'est encore toujours dans le nord. Fait qu'il y a toujours cette mauvaise presse-là. Puis là, on l'attribue avec le cas des COVID, au lieu de voir que c'est des personnes qui étaient issues des communautés haïtiennes, principalement des communautés noires, qui prenaient soin de la population qui était à l'extérieur. Ces gens-là sortaient de Montréal pour aller prendre soin des autres personnes. Puis après ça, ils contractaient le virus parce qu'ils n'étaient pas bien protégés, parce qu'il y a des agences de placement, malheureusement, qui en exploitaient énormément. Ces gens-là qui prenaient soin des autres reviennent dans notre communauté. Certains d'entre eux sont, et elles sont infectés particulièrement. Et là, on dit, ben, regarde, qu'est-ce qu'on fait avec Montréal-Nord? C'est le lieu où est-ce qu'il y a le taux le plus élevé de coronavirus, sans prendre la raison où est-ce que ces gens-là l'ont obtenu, malheureusement. Tu sais, la population de Montréal-Nord, il faut comprendre que 23% des personnes qui sont infectées, ben, c'est des gens qui travaillent dans le milieu de la santé, comparativement à 15% dans le reste de l'île. C'est pas seulement des personnes noires, il y a un mélange de tout à C'est ce que je Montréal-Nord. croyais aussi, c'est ce que je croyais. C'est ça qu'il faut mentionner, mais on a souvent l'impression que ce n'est pas le cas. Moi, je suis fier qu'il y en a beaucoup de personnes noires à Montréal-Nord, qui travaillent énormément, puis qui prennent soin des gens. Puis maintenant que ces gens-là qui prenaient soin des gens sont infectés et qui reviennent, j'ai l'impression qu'on prend plus soin d'eux. On Oui, prend le soin. Oui. mais les gens de Montréal, tu sais, on parle des infirmières, des préposés, mais ils ne demeurent pas tous à Montréal-Nord. Ils demeurent à l'extérieur de la ville. Ils viennent travailler. Moi, si je regarde bien la démographie ou la géographie de CHSLD, sont situés beaucoup à Montréal-Nord parce que ce sont dans le coin de Gouin, mais ça ne veut pas dire que c'est eux autres qui sont les porteurs. Je veux dire, il y a un double message là-dedans. Montréal-Nord, c'est un endroit où il y a une transmission communautaire qui est plus grande. Dans 40% des personnes infectées, il y a 20% qui proviennent des personnes âgées dans les CSHLD. Puis il y a 23% à Montréal-Nord des personnes infectées, que c'est des gens qui travaillent dans le milieu de la santé. C'est un des endroits qui est rare, où c'est la population la plus jeune qui est infectée là-bas. Tu sais, il y a 81 ans qui est le taux le plus élevé, mais après ça, ça tombe à 40 ans.
le nombre de personnes qui ont été infectées par ça, qui est le plus élevé. Après ça, on passe à 50 ans, puis après ça, c'est 30 ans. On n'est même pas dans 60-70. Donc, à Montréal-Nord, il y a une réalité qui est particulière aussi, parce que c'est des gens qui sont des travailleurs de première ligne. Il y a beaucoup d'appartements qui ne sont pas chers à Montréal-Nord. Donc, il y a beaucoup de familles, quand ils n'arrivent pas à trouver des appartements, mais qui vont venir à Montréal-Nord, parce qu'il y en a qui sont plus accessibles à cause de ça. Donc, il y a des réalités qui sont particulières dans cette communauté-là. Et ça ne veut pas dire que c'est juste des Haïtiens. Nous autres aussi, on a un rôle à jouer là-dedans aussi. Merci. Mais ça n'avait pas changé parce que géographiquement parlant, les Haïtiens ont beaucoup déserté Montréal-Nord. Il y a maintenant des Arabes, il y a des Espagnols, il y a d'autres personnes de la communauté, il y a d'autres gens issus de d'autres communautés qui sont venus. Alors pourquoi que à chaque fois, c'est nous? À chaque fois, on sent que c'est le noir qui... Ben, le noir vend. Le noir, peu importe ce qu'il fait, OK, on le surveille toujours. Okay? Même là, dans ce cas-ci, il fait quelque chose de bien, on le surveille comme ça se peut pas. Puis à Montréal-Nord, la population immigrante, 33% des gens qui viennent de la population immigrante, c'est des Haïtiens. Donc, c'est une personne sur trois quand même. C'est 20% des personnes noires qui sont de Montréal-Nord, qui sont des personnes aussi qui sont d'origine haïtienne. C'est plus de la moitié de la population qui est issue de la diversité. Donc, il y a quand même une forte population de personnes noires. Puis tant mieux. Je ne vois pas pourquoi ça serait un problème. Je ne veux même pas essayer de défendre ça. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est juste des personnes noires qui sont touchées par le cas du coronavirus, parce qu'effectivement, il y a des personnes dans les CHSLD, il y a des personnes blanches qui sont infectées par ça, tu as des personnes latino aussi qui y travaillent, tu as des personnes arabes, il y a des coins qui sont plus touchés que d'autres. Fait que c'est pas une maladie qui concerne uniquement les Noirs, mais je pense que nous aussi, on a tellement eu de stigma par rapport à cette réalité-là qu'on finit par faire une lecture, c'est comme « Ah, il parle, excuse-moi pour le langage, mais il parle en mal de nous », peu importe ce qu'ils disent aussi. Et la réalité, c'est qu'on a des chiffres qui sont forts à Montréal-Nord en lien avec le coronavirus, mais ce n'est pas pour des raisons de personnes noires, c'est par des raisons, malheureusement, de logement abordable, de pauvreté, de racisme systémique. Et si on veut parler des vrais facteurs, c'est ceux-là qu'on devrait aborder, mais les médias ne sont pas prêts à aller jusque-là. Fait que c'est ce que j'aimais dans l'article de Walter. Mais tu as parlé des médias, mais toi, cette semaine, tu avais été rencontrer Dr. Arruda, tu avais assisté à la conférence de presse et tu as sorti quelque chose quand même assez pertinent quand j'ai lu ton post. C'était un peu comme un petit monde piti lorsque tu... et pourquoi? Et, explique ton post, puis ta philosophie, puis pour comprendre un peu ce que tu voulais dire dans ton message. Bien, dans le quartier nord-est, il y a 30% des parents qui n'ont pas d'adresse courriel. Ça, c'est selon un sondage qui a été fait par les professeurs. Donc, on sait qu'il y a une fracture du numérique. Donc, c'est des gens qui n'ont pas forcément accès au Wi-Fi ou aux nouvelles technologies. C'est des gens qui ne vont pas pouvoir aller chercher le TCU ou leur chômage. Le TCU, c'est le 2000 $, ou qui vont pouvoir avoir les cours d'éducation que le gouvernement offre, ou aller chercher des soins alimentaires, ou juste avoir des informations, ou faire des visioconférences comme on fait présentement. Fait que ça, il y en a beaucoup qui n'ont pas accès au numérique. Donc, nous, on appelle ça la fracture du numérique. Donc, on s'est dit depuis le début, là, on parle de la 9e semaine, là, on est rendu à la 9e semaine, mais dès la première semaine, on disait, mais il faut qu'on fasse un pôle où est-ce que les gens vont pouvoir avoir accès au numérique, à l'Internet. Et on se disait, on va le faire à la MCC. C'est l'endroit idéal pour qu'on puisse le faire. On va prendre des mesures de sécurité, on va garder les distances. Les gens sont capables de faire des mesures de distanciation physique. Et en faisant cela, on a demandé et à l'arrondissement, et à la Ville de Montréal, et au gouvernement du Québec, et au directeur de la santé aussi, de voir si c'était possible de le faire à travers la Maison de la culture et communautaire. Ça fait 9 semaines qu'ils nous disent non parce qu'ils ne veulent pas avoir des risques de contamination, parce qu'ils ne veulent pas avoir ci. Et nous, on est comme, mais vous êtes en train de faire en sorte qu'il y a une population qui va être plus affectée par ça. Il y en a qui doivent payer leur logement, qui ne pourront pas le faire parce qu'ils ne peuvent pas aller chercher certaines informations. Il y en a qui ont besoin juste d'informations basiques. Là, quand on voit que Arruda arrive avec ses grands sabots, il descend à la Maison de la Culture, tout d'un coup, elle devient ouverte. Mais ok, c'était fermé. C'était fermé. C'était fermé, c'était inaccessible pour personne. Pas sérieux. Wow. Donc, tout d'un coup, nous, on voit ça, que là, tu as la députée Rouleau, tu as Arruda, puis j'ai rien contre ces personnes-là, il faut le comprendre. C'est juste que si tu dis tu es capable de l'ouvrir pour Arruda et la députée Rouleau, mais qu'est-ce qui fait en sorte que tu n'as pas été capable de l'ouvrir pendant tout ce temps-là pour la population? Comment tu considères cette population-là? Mais vous l'avez demandé. Si je comprends bien, vous l'avez demandé. À maintes reprises. Je ne sais pas le nombre de fois qu'on l'a demandé. Puis ce qui est le plus insultant, c'est qu'on voit à la Grande Bibliothèque de Montréal, donc la banque, qu'on est capable d'accommoder les gens, donc des gens qui sont des itinérants.
on est capable de mettre des chaises pour qu'ils puissent dormir, avoir des espaces. Et ça, c'est un geste qu'on aurait dû faire depuis longtemps et c'est un geste à faire. Mais pourquoi on n'est pas capable d'accommoder la population de Montréal-Nord pour rendre l'Internet accessible? Ce que tu viens juste de dire, je trouve ça extrêmement frustrant et j'imagine qu'il y a d'autres personnes qui devraient être frustrées aussi. Mais est-ce que la mairesse, les gens politiciens, France, peut-être que tu pourrais renchérir là-dessus. Mais est-ce que c'était possible de faire? Pourquoi, quand Dr Arruda arrive, tout est possible, mais vous, quand c'est nous qui le demandons, la mairesse est là, il y a les influenceurs qui sont là. Pourquoi ça a été un non catégorique? C'est France. Ah, c'est moi, d'accord. Bon, alors, dans un premier temps, Saint-Michel aussi, ça devrait être la même chose. Dans un premier temps, je salue Will, je vous salue. Bonne fête des mères, Noli. Merci. Donc, bonne fête des mères à celles qui nous écoutent, les mamans qui nous écoutent. Alors, écoutez, je ne peux pas parler pour Montréal-Nord, mais je peux parler de Montréal-Nord. Puisque quand on regarde les enjeux de Montréal-Nord, ce sont des enjeux similaires aux enjeux de Saint-Michel. Pour les gens qui nous écoutent, c'est-à-dire quand on parle de la circonscription de Viau, grosso modo, c'est le quartier Saint-Michel. Quartier qui est un peu mal foutu géographiquement parlant, c'est-à-dire avec coupé en deux par une autoroute, l'autoroute 40, traversé par deux grands boulevards, boulevard Pineuf, boulevard Saint-Michel, et aussi limité au nord par le chemin de fer de la CN. Donc, déjà physiquement, on comprend comment évolue le quartier Saint-Michel. Les enjeux que Will vient d'évoquer, ce sont des enjeux, je le répète, qui sont similaires aux nôtres, quartier diversifié, quartier d'accueil de beaucoup de nouveaux arrivants, quartier aussi très fier, très riche par rapport à sa diversité. C'est une richesse pour nous, mais avec des enjeux socio-économiques, évidemment, à densité de population, des poches de défavorisation. C'est sûr que nous, je peux parler pour Saint-Michel, la manière que nous travaillons à Saint-Michel, on a une table des élus de Saint-Michel qui réunit les élus de l'arrondissement, mairesse, conseillers municipaux, la députée fédérale, l'autre député fédéral et moi-même. Parce que nous avons 2 députés fédéraux, donc c'est un quartier qui est morcelé de toutes les façons, même un peu politiquement aussi. Donc, quand il y a des dossiers, quand il y a des problématiques, on les aborde autour de cette table. S'il faut donner des orientations, on donne des orientations et on essaie de régler les problèmes. Maintenant, c'est sûr que cette réalité-là à laquelle qu'évoque Will, je la comprends très bien. Et évidemment, c'est sûr que dans un climat, dans un contexte comme celui-là, que ce soit les décideurs, tous les décideurs doivent travailler dans le sens pour permettre justement d'amener des réalisations. Je connais beaucoup des élus de Montréal-Nord, donc je connais leur travail. Je veux, dans un premier temps, saluer le travail, par exemple, de quelqu'un comme Paul Robitaille, qui est une collègue, qui est député à l'Assemblée nationale. Tout comme je salue le travail d'Emmanuel Dubourg aussi, par rapport, notamment, mon bureau a eu beaucoup à travailler avec lui. Il y a beaucoup de Canadiens qui étaient restés pris à l'étranger, par exemple. Et ces familles-là, oui, mais... Il a posé une question. Il avait demandé de l'aide. Et pourquoi que... Noli, je ne peux pas me substituer pour répondre à la place des élus de Montréal-Nord. Moi, je peux te dire comment nous, on travaille dans Saint-Michel. Mais je ne peux pas répondre à Will par rapport à cette question-là. Politiquement parlant, on devrait avoir la même façon de penser. Ben, écoute, ce qui est souhaitable, c'est que le travail des élus se fasse en coordination avec le milieu, avec les intervenants, pour amener des solutions. C'est ce qui est toujours souhaitable. Maintenant, sur ce cas en particulier, tu m'en voudras de ne pas vouloir dire juger ou apprécier, parce que j'entends très bien Will, et puis je pense aussi que c'est quand on travaille, il faut travailler pour tout le monde, pour amener des solutions, des résultats. Et maintenant, qu'est-ce qui en fait qu'ils n'ont pas pu avoir accès au local? Bon, je trouve ça malheureux parce que le projet que Will parle, c'est un projet extraordinaire. Donc, quand on parle de fracture numérique, c'est un enjeu véritable pour Montréal-Nord, pour Saint-Michel, pour Messieurs-Hochelaga-Maisonneuve, pour beaucoup d'endroits à Montréal et au Québec. Donc, alors, quand vient le moment de travailler ensemble pour amener des solutions, je pense qu'il faut s'asseoir, mettre nos égos de côté et puis tout le monde travaille ensemble. Quand ils mettent la population de l'avant. Mais présentement, pour revenir à ce qu'il disait, il avait demandé, ça ne s'est pas passé. Vous, j'imagine que si à Saint-Michel, cette demande-là serait arrivée sur votre table, est-ce que tu aurais fait l'influence ou tout le nécessaire pour aider les gens de la population? Ben, c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons au quotidien. C'est ce que nous essayons de faire, en tout cas, au quotidien, lorsqu'il y a des demandes, que ce soit émanant des groupes communautaires. Par exemple, moi, il y a 2 semaines, les organismes communautaires de Saint-Michel, les intervenants, nous ont dit, écoutez, ceux qui sont dans la popote, etc., au quotidien, nous ont dit, écoute, Franz, on a un enjeu.
on n'a pas de masque. On n'a pas de masque pour intervenir. Ben, mon rôle, comme je n'ai pas d'entreprise qui produise des masques, c'est de faire des représentations pour s'assurer auprès des bons intervenants que ces intervenants-là puissent avoir les masques. Et j'ai fait des représentations auprès du CIUS de l'Est de Montréal. Je pense que quand il y a ces genres d'enjeux-là, donc il faut que tout le monde mette la main à la pâte pour essayer d'y répondre dans les meilleurs délais et à la satisfaction de la population. Donc, et ça, il ne faut jamais l'oublier. Et si jamais l'oublier, c'est toujours pour la satisfaction de la population qu'il faut travailler. Mais écoute, Will, toi, maintenant, tu es militant, activiste, fondateur de Woodstock, c'est bien ça, et aussi tu es documentariste. Quelle est l'influence que tu fais présentement? Parce que là, ça a l'air que vous n'êtes pas entendu, hein, de ce que je comprends. Si Dr. Arruda arrive, oui, tu es entendu, mais si c'est Will qui parle, tu es moins entendu. Dis-moi, c'est quoi que vous faites comme rôle maintenant? Non, on ne t'entend pas. C'est vrai, j'avais bloqué à cause du petit. Ouais. Mais honnêtement, j'ai essayé vu qu'on est le jour de la fête des mères, j'ai essayé d'être un bon garçon parce que sinon ma mère m'en voudrait. Donc, je la salue d'ailleurs. Donc, bonne fête des mères, puis bonne fête à toutes les mères. Moi, je suis personnellement tanné d'attendre après les politiciens. Puis, je ne veux pas manquer de respect envers les politiciens. Je veux juste montrer beaucoup de respect envers la population. Et souvent, on se donne des raisons pour ne pas agir, pour ne pas dire les choses claires, alors qu'elles sont évidentes et elles sautent à nos yeux. Et nous, on a décidé qu'on n'attend plus, on prend action. Et à travers Woodstock, on attendait déjà depuis 7 semaines d'avoir une équipe qui allait faire de la sensibilisation dans le quartier. On attendait une brigade pour faire de la sensibilisation à travers les logements. On attendait des corridors sanitaires. On attendait pour lutter contre la fracture numérique. À chaque fois, on nous disait, ben oui, vos projets font du sens, ils tiennent la route, c'est ce qu'on doit faire, et ainsi de suite. Mais OK, faisons-le, qu'est-ce qu'on attend? À chaque fois, on disait, ben, on ne peut pas le faire à cause de ci, on ne peut pas le faire à cause de ça. Et qu'est-ce qui arrive? Ben, c'est que le taux de personnes contaminées augmentait à Montréal-Nord. Le taux de personnes enfermées qui n'avaient pas accès à certains services augmente toujours à Montréal-Nord. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend encore des policiers qui nous disent, mais pour des raisons obscures, parfois, des raisons véritables d'autres fois, on attend? Nous, on a fait comme, that's it. On y va, on va se prendre en charge, puis on va démontrer à la population qu'on est capable de faire une différence, puis de s'unir, puis d'essayer de faire de la distribution de masques. Moi, je n'ai pas entendu. On a dit, bon, let's go, on lance une campagne de financement. Et là, on a commencé à distribuer des masques. Il n'y avait personne sur le terrain. Et encore aujourd'hui, on le voit, il y a une absence de beaucoup d'organisations, il y a une absence de beaucoup je ne veux pas dire des policiers, mais des gens issus de la fonction publique aussi. Puis je peux comprendre des raisons qu'il y a des gens qui ont peur parfois, il y a des gens qui ont des raisons de santé aussi qui ne peuvent pas y aller. Mais nous, on veut s'assurer qu'on fait de notre mieux pour protéger la population. Et si on se met toujours à attendre après les gens, surtout les politiciens, ben peut-être il va être trop tard. Et c'est ce qu'on voyait se dérouler à Montréal-Nord. Donc, on a brusqué les choses et là, on voit que les choses, finalement, commencent à débloquer un peu. Mais s'il n'y avait pas eu ce mouvement-là, je ne sais pas si on aurait débloqué certains fonds, certains masques. Si Arruda serait venu à Montréal-Nord, mais ça n'a pas changé grand-chose. Arruda, pour moi, il n'a même pas parlé des enjeux de Montréal-Nord quand il est venu. Mais je pense qu'il faut qu'on commence à se voir en tant que population qu'on est capable de faire une différence parfois. Et qu'un politicien, même s'il a beau vouloir, je sais que France, il y a une volonté sincère de vouloir aider sa communauté, mais il reste qu'il va être limité par ce type d'action. Est-ce que c'est dans un parti de l'opposition? Est-ce qu'il y a les leviers possibles pour pouvoir mener certaines actions? Est-ce qu'il y a le budget pour pouvoir le faire? Il y a plusieurs facteurs qui vont le faire. Moi, je suis tanné d'attendre. Franz, tu voulais intervenir. Bon, oui, je voulais rappeler, parce qu'un peu plus tôt, j'étais dans un autre forum, je rappelais l'importance, pour que ça fonctionne dans un milieu, c'est les politiciens d'un côté, oui, mais ça prend aussi des citoyens qui n'abdiquent pas aussi à leur devoir. Tu m'as dit abdiquer, qui n'abdiquent pas à leur devoir de citoyenneté. C'est-à-dire qui s'impliquent, qui s'engagent, qui questionnent, qui interpellent aussi les politiciens. Moi, je trouve ça que c'est fondamental, le devoir d'interpellation que les citoyens ont envers les politiciens. Et je comprends bien, Will, c'est ce qu'il fait, non? Absolument, tout à fait. Et donc, par cette affirmation, par cette déclaration, je veux saluer non seulement Woodstock, mais toutes les initiatives citoyennes visant à faire de ce qu'on appelle l'empowerment des citoyens. Moi, il y a 3 semaines, comme élu donc, de la circonscription de Vieux, il y a un peu plus de 3 semaines, moi, j'ai écrit la directrice de la santé publique de Montréal parce que j'avais, suite aux statistiques que je voyais poindre venant des États-Unis, notamment par rapport à la surreprésentation des Afro-Américains au niveau des personnes positives, malades et des personnes celles et ceux qui meurent,
je redoutais plusieurs choses. Et dans la demande que j'avais faite à la directrice de la santé publique, je soulignais à grands traits les travailleuses et les travailleurs de la santé. Et ça, c'était bien avant que les statistiques sortent. Et l'autre enjeu, l'autre inquiétude, et je vais la partager avec vous publiquement que j'ai actuellement, c'est sûr qu'il y a des actions qui sont menées par la direction de la santé publique, par les différents CIUS en matière de plus de tests. On avait demandé, on a plus de tests. Maintenant, l'autre inquiétude que j'ai, et cette inquiétude-là, elle est entière, c'est autour des personnes qui vivent avec des maladies chroniques. Okay. Et ça, cette inquiétude-là, elle est entière. Je n'ai pas encore entendu de réponse satisfaisante venant des autorités de la santé à ce niveau-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, dans notre communauté, dans la communauté haïtienne, dans la communauté noire, il y a la prévalence de certaines maladies, par exemple. Il y a l'anémie falciforme, il y a l'hypertension, il y a le diabète. Et pas plus tard que cette semaine, on apprenait que 75% des personnes qui sont mortes du coronavirus à New York, ce sont des personnes qui avaient au moins une de ces maladies-là. OK. Qui avaient au moins une de ces maladies-là. Et moi, ce que je redoute, et en faisant cette affirmation-là, je ne parle pas exclusivement pour la communauté haïtienne, je parle au nom de toutes les personnes au Québec qui vivent avec des maladies chroniques. Après les personnes âgées, donc les personnes de 70 ans et plus, ce sont le groupe qui est le plus à risque par rapport à cette pandémie. Et il faut s'assurer qu'il y a une prise en compte, une prise en charge véritable de ces personnes-là. Mais s'ils n'ont pas des communications, s'ils n'ont pas, il y a du monde qui commence à intervenir. Oui, attends, mais il y a du monde qui intervient, puis je vois mon téléphone avoir plein de messages. Mais s'ils n'ont pas des intervenants comme Will, pour justement leur donner le baillon, la communication, une maison ou bien l'intervention, comment on peut les rejoindre? Comment on est capable de pouvoir leur donner ce qu'ils ont besoin? Parce qu'ils manquent quelque chose. Puis ça, c'est vous, votre rôle en tant que politicien de faire ça, de faire les choses changer et bouger. Ben, en fait, moi, ce que je fais, c'est interpeller, c'est questionner, c'est recommander, c'est allumer des lanternes. Mais c'est le rôle de la direction de la santé publique, c'est le rôle des CIUS actuellement. Donc, une fois qu'on expose ce genre de situation-là, c'est leur rôle d'instrumentaliser, d'opérationnaliser le tout. Par exemple, quand on parle aux travailleuses, aux travailleurs de la santé, on a une situation, et Will vient de l'évoquer tout à l'heure, très correct, effectivement. On a observé une surreprésentation des travailleurs de la santé dans des territoires comme Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies, Saint-Michel. Je n'ai pas les chiffres. Je n'ai pas les chiffres de Lanaudière, mais j'aimerais bien voir les chiffres de Repentigny et de Terrebonne. J'aimerais bien voir les chiffres aussi de Laval aussi, dans certains coins. J'aimerais bien voir les chiffres de Saint-François aussi. Je m'excuse, mais les autorités ne parlent pas de ces chiffres-là. Ils parlent de Montréal-Nord, Saint-Michel, Rivière-des-Prairies. C'est là que ça se passe. Mais pourtant, je pense que la COVID est partout dans le Canada. C'est quelque chose de planétaire. Là. Mais par contre, ce qu'il faut comprendre, Noli, c'est vraiment ici que ça se passe. Ce qu'il faut comprendre, Noli, c'est que nous sommes sur le territoire de Montréal et les chiffres qui ont été donnés viennent de la direction de la santé publique de Montréal. Donc, c'est-à-dire, si on veut avoir les chiffres pour Lanaudière, il faut aller à la direction de la santé publique de Lanaudière. La même chose pour Laval aussi. Donc, alors, les chiffres avec lesquels nous travaillons, que nous connaissons, que Will vient d'évoquer, ce sont les chiffres qui viennent de la direction de la santé publique de Montréal. Donc, alors, même moi, mon questionnement, il est entier. Donc, et mon inquiétude est entière lorsqu'on parle, par exemple, des personnes, des malades chroniques, par exemple. Et quand je dis, dans le groupe de malades chroniques, je mets aussi les dialysés aussi, les personnes qui font des dialyses. OK, mais on s'entend que ce n'est pas seulement des personnes noires. Excuse-moi, mais Ansley avait plusieurs questions qui sont rentrées. Ansley, je vais te laisser... Le téléphone ne dérougit pas. Les commentaires sont extraordinaires. Je vais prendre l'occasion pour saluer le travail de Will, le travail inconditionnel, le travail extraordinaire de France au niveau du politique. Les deux, vous faites un travail extraordinaire au sein de la communauté. Vous avez une influence positive au sein des gens de la diversité. C'est ce qui m'amène à la question. Juste saluer Marie-Christine Gentil qui emmène ça. Elle emmène beaucoup au niveau, vous avez parlé de statistiques, vous avez parlé des chiffres, vous avez parlé de la communication, des médiums de communication. C'est tellement, tellement important. La fracture numérique qui fait que beaucoup de gens de Montréal-Nord, un fort pourcentage, n'ont pas accès au numérique.
quand je suis allé voir ma mère ce matin, puis qu'on parlait justement de tout ce qui se passe présentement à Montréal-Nord, les premiers réflexes de la génération de nos parents, les Haïtiens, les Maghrébins, les Italiens, c'est de regarder la télévision traditionnelle. Et lorsqu'on regarde la télévision traditionnelle, je pourrais vous citer de tout ce que j'ai vu les 2 dernières semaines. Michel Vincent, Benoît Dutrisac, Martineau, comment ils parlent de la communauté à Montréal-Nord. Excusez-moi, je deviens un peu émotionnel parce que j'ai vécu 30 ans à Montréal-Nord. Puis là qu'on entend des gens parler de la communauté Montréal-Nord, c'est Montréal-Noir. On cherche du sensationnalisme, excusez-moi le terme, là. Écoutez, l'émotion est au rendez-vous. Qu'est-ce qu'on peut faire, Friends? Qu'est-ce qu'on peut faire, Will, pour faire changer la donne, pour faire changer l'image de Montréal-Nord? Parce que le médium ou l'outil qui est important pour la communauté, c'est la communication. Et lorsque les télévisions traditionnelles parlent négativement de la communauté, comment vous voulez que les communautés à l'extérieur viennent nous aider quand ils nous regardent Montréal-Nord comme un vieux terrain? Excusez-moi l'émotion, mais je veux vous entendre là-dessus. Vas-y, Will, je vais poursuivre après, vas-y. Ouais, ben, je pense qu'il y a quelque chose. Hein. Il y a la réalité des personnes noires. C'est peu importe ce que tu vas faire, on va essayer de trouver le négatif dans ce que tu vas faire. Parce que c'est une belle histoire, Montréal-Nord. Hein. C'est une histoire présentement. On parle de gens qui sont affectés. On parle de gens des communautés noires et haïtiennes qui prennent soin de la société québécoise, des gens qu'ont la société québécoise. Bien des personnes ne veulent même plus en prendre soin. C'est comme le dernier refuge. Et ces gens-là, et c'est important de souligner, surtout en cette journée de la fête des mères, il y a beaucoup de femmes qui ont pris soin, qui étaient au front pour faire ça, pour faire ce travail-là, que bien des personnes ne veulent plus faire, malheureusement. Et là, aujourd'hui, on se ramasse à être dépeint de cette sorte-là. Puis même des gens, je me rappelais en 2017, quand on avait quand même une vague de personnes migrantes qui venaient à travers la frontière, qu'on disait, il ne faut pas les laisser rentrer. On les a mis dans le stade olympique pour faire que c'est l'image, la pire image qu'on ne pourrait pas avoir. Et ces mêmes gens-là qu'on a mis dans le stade olympique, c'est eux qui prennent soin des personnes qu'on n'arrive pas à prendre soin, qu'on ne veut pas prendre soin. Puis on ne parle pas de ça. Moi, je trouve que c'est insultant. C'est une gifle qu'on nous donne. Et malgré tout, on voit des articles comme Yves Boisvert qui va sortir des histoires qui sont absolument magnifiques de Marcelin François, qui est malheureusement décédé et qui en parle. Et je vois qu'il y a un mouvement aussi qu'il ne faut pas oublier, qu'il y a certaines personnes qui sont en train de mettre une lumière beaucoup plus claire sur ces enjeux-là. Mais pourquoi autant de personnes comme Dutrisac, tu as mentionné, qui a rentré dans Ismaël Seck parce que lui est en train de parler des préposés aux bénéficiaires et ainsi de suite, puis il dit ah, ben retourne chez vous. Il est né ici, Ismaël Seck, qui s'implique pour Québec solidaire. C'est quelqu'un qui essaie de. C'est que ça prend quoi pour que ces gens-là reconnaissent notre apport ici dans cette société, surtout dans ce cas-là, plus particulièrement, comme on dit, c'est des gens qui torchent des culs de personnes qu'on ne veut pas s'occuper. Et malgré tout, on est en train de jeter un stigma puis de mettre un portrait négatif par rapport à ces personnes-là. Puis on ne veut même pas en prendre soin parce qu'on les a mis dans cette condition-là. Puis on les laisse souffrir maintenant aujourd'hui, puis on les laisse tout seuls. Moi, je trouve que c'est incroyable le jugement et la stigmatisation qu'on nous fait porter aujourd'hui, alors qu'on était des personnes qui aidaient. Et maintenant, on veut juste nous faire porter le fardeau d'une responsabilité qu'on a essayé de se tasser du revers de la main parce qu'on n'est pas capable d'en prendre soin. Puis on a commencé à dévaluer, pas dévaluer, mais arrêter les investissements dans les soins hospitaliers, ainsi de suite, réduire le montant que les personnes étaient payées. Personne ne surveillait s'il y avait des agences de placement qui exploitaient des personnes qui étaient issues des migrants. Tout le monde s'en foutait. Est-ce que les gens vont commencer à parler de ces enjeux-là aujourd'hui parce que c'est des enjeux qui sont absolument importants? Est-ce que les gens vont parler des conditions de vie dans lesquelles ces personnes-là travaillaient auparavant aussi, qui n'avaient pas les protections? C'est pas ça qu'on est en train de parler. Moi, c'est ce que je trouve déplorable, c'est qu'on ne parle pas des vraies affaires. On détourne la lentille parce qu'on sait que ça fait vendre des médias et qu'il y a des gens qui vont dire « Ah ben oui, eux autres sont comme ça. » Mais eux autres, là, c'est eux qui ont pris soin de tes parents, qui vont peut-être prendre soin de toi prochainement aussi. Pourquoi tu attends? Et j'aimerais, ouais, voilà, donc j'aimerais peut-être parler de deux choses. Il y a un enjeu, je pense, territorial. Et l'enjeu territorial de Montréal-Nord est à peu près le même enjeu de Saint-Michel aussi. Je me rappelle, il y a quelques années, dans une autre vie, j'étais conseiller municipal, j'avais écrit une lettre ouverte aux médias. Le titre de ma lettre ouverte, ne venez plus dans Saint-Michel. Parce que j'étais écœuré de voir que toutes les bonnes choses que le milieu communautaire faisait. Une fin de semaine dans Saint-Michel, on avait mobilisé tout le quartier, une douzaine d'organismes communautaires, pour créer un événement jeunesse sur à peu près 3 plateformes dans le quartier qui réunissait à peu près 600 à 700 jeunes. J'avais passé toute la fin de semaine jusqu'à vendredi soir, samedi, à envoyer des communiqués de presse des médias pour dire aux journalistes, venez voir le Saint-Michel, l'autre Saint-Michel, etc. Personne ne s'est pointé. Le dimanche soir, au coin de la 25e avenue et Robert, il y a eu un coup de feu, ils étaient tous là. Et ça m'avait écœuré au plus haut point.
où j'avais écrit cette lettre ouverte, ne venez plus dans Saint-Michel. Et ça, c'est un enjeu véritable. Et sur la question, par exemple, des communautés noires, de la communauté haïtienne en particulier, savez-vous que, par exemple, jusqu'à présent, lorsque je me balade au Québec, il y a des gens qui pensent que je suis un élu de Montréal-Nord. Donc, quand j'étais conseiller municipal, on pensait que j'étais un conseiller municipal de Montréal-Nord. Parce qu'effectivement, il y a cette image qui est collée au fait que peut-être que dès que tu es un Haïtien, tu habites Montréal-Nord. Maintenant, l'enjeu, le débat, je pense qu'il y a un débat à faire par les gens de la communauté haïtienne pour voir comment ils règlent, quel genre de moyens, quel genre d'actions qu'ils vont mettre en place pour défaire tout ça. Mais le travail est à faire. Ça, j'en suis très conscient. Mais ce que je veux rappeler aussi, quand vient le temps de parler des médias, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Et Will a parlé tout à l'heure de Yves Boisvert. Moi, je pourrais parler d'Agnès Gouda aussi. Agnès Gouda, Mélissa François aussi. Absolument. Oui, absolument. Des personnes qui font un travail juste, objectif. Et il y a aussi des orduriers à la Dutrisac. Donc, et ces orduriers-là, donc, moi, ce que j'invite les gens à faire... Le mot est pas assez fort. Le mot est pas assez fort. Absolument. Et Ismaël a porté plainte, mais il n'y a rien qui empêche. Il n'y a rien qui empêche aussi à d'autres personnes qui ont vu ces tweets de porter plainte aussi. De porter plainte. Que ce soit la Commission des droits de la personne, le Conseil de presse du Québec, il faut porter plainte, il faut dénoncer ce genre de choses-là. C'est-à-dire, les gérer entre nous, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Et l'autre chose aussi, il n'y a rien aussi. Il n'y a rien qui empêche aussi d'intenter aussi des recours contre ces orduriers aussi. Donc, parce que ce sont des personnes qui viennent faire régresser une cause, ce sont des personnes qui viennent faire régresser toute une collectivité. Et quand je dis collectivité, pas seulement la collectivité nord-montréalaise, toute la collectivité montréalaise, des propos comme ça. Ça nous ramène complètement 50, 60 ans en arrière. Exactement. Et on n'est pas là. Et on n'est plus là. J'ose espérer qu'on n'est plus là. Vraiment pas. Il y a tellement de gens, on est des gens brillants, des gens qui sont influents. Il y a des gens qui sont influents au niveau politique, dans les sphères entrepreneuriales, dans des postes aussi importants. Mais aujourd'hui, ces personnes-là ne sont pas, comment je pourrais dire ça? On ne sont pas visuels. Tandis que quand on va avoir quelque chose de négatif, tout de suite, on va sortir Saint-Michel, Rivière-des-Prairies, Montréal-Nord, ces types de personnes-là. Mais là, tu as dit quelque chose quand même assez important. On doit collectivement se mettre ensemble pour influencer. Mais j'ai peur que les gens, moi, c'est l'impression, on a peur de ne pas se faire bien entendre. Parce que Will le fait. Et il y a d'autres Will aussi qui le font. Puis malheureusement, je ne suis pas convaincue qu'ils se font entendre correctement. Will, pourquoi tu sens qu'il y a autant de barrières? Premièrement, c'est parce qu'on dit des choses qui sont très vraies, puis je suis pas le seul, effectivement. Puis si je suis ici, il y a plusieurs personnes aussi qui travaillent au sein de Woodstock. On est une masse quand même, et de plus en plus critique, puis on est probablement une des seules masses qui a pu répondre rapidement, parce qu'on était déjà prêts, on était déjà dans l'action. Donc pour nous, on ne dépendait pas de financement pour commencer à agir. Donc nous, on n'a aucune inquiétude. Puis des fois, on a l'impression qu'on est obligé de dépendre des médias de masse, puis c'est ça le plus important. Moi, je préfère venir ici 100 fois plus pour parler de ces enjeux-là, parce qu'on va pouvoir dire les vraies choses, on va pouvoir parler véritablement. On se pose la question en même temps, mais comment ça se fait qu'à tout le monde en parle? On sait que la crise, il y a l'enjeu le plus important est à Montréal-Nord. Ça fait 2 semaines que personne n'en parle, même à cette émission-là, dans une émission qui est supposée refléter tout ça. Donc, ces émissions-là ne nous reflètent pas. Elles ne reflètent même plus la société d'aujourd'hui. Elles sont complètement déconnectées. Et nous, si on regarde dans notre population, on peut se déconnecter de ces médias-là aussi. Ça va nous faire du bien, je pense. Je pense que des fois, on est trop ancré là-dedans et on se supporte. On devrait supporter plus, puis je pense qu'on le fait de plus en plus, là, mais je pense qu'on devrait beaucoup plus miser à diffuser ces messages-là à travers notre communauté parce que c'est important. Moi, j'y accorde énormément de valeur. Si je vais faire un film, puis il est un succès, c'est un succès pour la communauté parce que la prochaine personne qui va faire un film, elle va savoir que, regarde, tout le monde a supporté ce film-là. Fait que quand il y a quelqu'un qui sort de la communauté qui fait un film, on va la supporter aussi. Moi, je trouve que c'est ça qui est le plus important que de voir qu'est-ce qui se passe dans les médias. Je pense que ça, c'est quelque chose que je commence à m'en balancer complètement. Puis je suis sur le terrain tous les jours, je mène des actions et je vois la différence que ça fait chez les gens et le bien que ça leur apporte. Mais ça, les médias ne vont pas en parler, on ne va pas le voir autant. Effectivement, effectivement. Écoute, si on ne te suit pas, si on ne suit pas les politiciens qui nous ressemblent, on ne sait pas ce que vous faites parce que ce n'est pas dit ouvertement et de façon à voix haute parce que vous faites un travail extraordinaire. Et ça, je trouve que
dans les médias, ça aurait dû être souligné. Tu sais, quand on va reprendre Dr. Arruda qui est venu, il n'a pas parlé de vous. Il est venu à Montréal, non, mais pourtant, on dit que c'est l'épicentre de la COVID, mais est-ce qu'il vous a apporté quelque chose? Non, Est-ce que il vous avez n'a vu rien dit de Montréal-Nord. Il n'a pas apporté de proposition. Right? Il n'a même pas pris le temps de parler avec les organismes communautaires. Il est venu sur le boucan, puis il est parti. Tout le monde qui est venu, autant la mairesse de Montréal qui est venue aussi, autant ces personnes-là sont venues, ils sont tout de suite repartis sans avoir zéro proposition avec l'endroit où est-ce qu'on est plus touché, au moins discuter avec les gens qui travaillent sur le terrain, même les invités, rien de tout ça. Et ça démontre le respect que certaines personnes ont à l'égard de populations comme les nôtres, malheureusement. Mais moi, je trouve que ça fait, même pour nous, ça nous embrouille psychologiquement parce qu'on se dit, ben voyons, on est pris pour rien du tout. Ensuite, tu avais des questions qui sont rentrées. Je pense que tu avais des choses que tu faisais signe. Non, il y avait une question que je trouvais que ça renchérait un peu ce que Will et Friends disent. Il y a beaucoup de gens qui demandent comment rejoindre et comment trouver les communications par rapport à Woodstock ou les activistes qui font du bien à Montréal-Nord. Ça, c'est un des commentaires que j'ai vu dans la chaîne de courriel ou d'échange. Où est-ce qu'on peut vous trouver? Bien, on est partout, on est sur les médias sociaux, on essaie d'être le plus présent possible. info-woodstock.ca si vous voulez avoir plus d'informations. Me suivre sur Facebook. Je suis sûr que si on t'envoie des informations par rapport à ça, tu vas pouvoir répondre. On a une campagne de financement qu'on mène présentement, qu'on a réussi à ramasser plus de 37 000 si je ne me trompe pas, pour pouvoir distribuer des masques. On va faire de l'économie solidaire avec ces masques-là. Donc, on va prendre des gens qui sont de la communauté, des femmes qui font des masques, on va les acheter, puis on va les distribuer pour que ça soit recyclable, pour que ça soit lavable, pas jetable. Donc, il y a quand même quelque chose qui doit se faire là-dedans. On va faire des campagnes de sensibilisation auprès des jeunes. On prend des jeunes de la communauté aussi pour travailler, pour les distribuer, pour qu'eux puissent créer de l'empowerment. Donc, on crée à l'extérieur de toutes les cases qu'on nous foutrait normalement. Puis encore, on ne voit pas nos actions dans les médias parce qu'on reste trop dans ces médias de masse-là. Donc, il faut qu'on commence à en sortir. Il faut qu'on commence à voir les actions qui se font ailleurs parce qu'il y a d'autres groupes qui travaillent, qui font une job phénoménale encore à différents endroits. Et je pense que, regarde, si vous êtes intéressé, écrivez-moi personnellement ou bien à Woodstock. Puis si ce n'est pas à travers Woodstock, ben, je vais vous trouver un autre endroit où est-ce que vous pouvez aider à on va reprendre ça à la fin de l'émission parce qu'on va reprendre toutes les coordonnées que tu as dit parce qu'il y a beaucoup de commentaires qui rentrent. France, de ton côté, à Saint-Michel, c'est quoi les pas que tu fais? C'est quoi le mouvement que tu fais pour soutenir la communauté haïtienne à Saint-Michel? Ben alors, dans un premier temps, on a un organisme extraordinaire qui s'appelle le Forum Jeunesse de Saint-Michel. Le Forum Jeunesse de Saint-Michel, c'est un organisme qui réunit des jeunes de la communauté, de la collectivité saint-michelloise, des jeunes qui participent, qui prennent part et qui ont décidé depuis plusieurs semaines, dès le début de la crise d'ailleurs, de participer activement en soutenant notamment les aînés. Par exemple, j'ai une entente avec ce forum-là, le Forum Jeunesse de Saint-Michel, qui permet, par exemple, dans le cas des aînés qui ne peuvent pas se déplacer, donc ces jeunes-là, ils s'occupent d'aller faire le marché, d'aller faire l'épicerie pour ces jeunes-là, pour ces gens-là. Ils sont maintenant actuellement dans la prévention au niveau de la santé publique, c'est-à-dire sensibilisation du porte-à-porte pour à ce que les gens puissent comprendre les enjeux du coronavirus. Ça, c'est du concret. Aussi, j'ai décidé aussi d'accompagner les groupes communautaires qui sont dans le soutien, c'était ma première priorité, le soutien alimentaire. Et ça, pour moi, c'est un enjeu véritable puisque il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur emploi. Donc, quand on parle de perte d'emploi, c'est majeur dans un quartier comme le nôtre. Et on a décidé de prioriser ces gens-là, donc notamment en mettant des fonds à leur disponibilité. Cette semaine, je peux même partager la primaire avec vous, où il parlait de fracture numérique tout à l'heure, qui est un enjeu michellois aussi, je le rappelle. Donc, je vais annoncer un autre montant d'argent qui va être remis notamment au sommet des jeunes pour les communautés noires, visant justement à acheter des tablettes, à fournir du contenu, accès à Internet et aussi du contenu numérique aussi, du contenu éducatif aussi, pour au moins 150 familles dans Saint-Michel qui aujourd'hui, ce sont des jeunes. Souvent, vous savez, on peut voir les jeunes regroupés à côté soit d'une bibliothèque ou d'un organisme communautaire, là où ils ont accès à du Wi-Fi. Ça, c'est un enjeu. Si on leur demande de rester à la maison et puis qu'ils n'ont pas les moyens pour rester à la maison, donc ça, c'est peine perdue. Il faut vraiment apporter des réponses concrètes et puis c'est dans ce sens-là qu'on y va. On va soutenir aussi des organismes qui sont dans la persévérance scolaire. Moi, j'y crois beaucoup, l'idée de la réussite éducative. Donc, alors, c'est pour cette raison qu'on va soutenir des organismes qui vont accompagner des jeunes à domicile au niveau de l'aide aux devoirs, du soutien à distance, etc. Donc, ça, c'est pour moi quelque chose de très important. L'autre enjeu qui est aussi sur lequel les gens de Saint-Michel, tous les organismes, Vive Saint-Michel en santé, qui est notre table de concertation, avec lequel on fait un travail extraordinaire, c'est l'enjeu de soutien des aînés.
Et là aussi, je suis en train de peaufiner, ce n'est pas encore attaché, donc je ne veux pas en parler tout de suite. Je suis en train de peaufiner un projet où on va pouvoir rejoindre directement les aînés, tous les aînés de la circonscription, notamment les aînés qui sont en perte d'autonomie. Il y a des aînés qui sont dans les CHSLD. Oui? France, ça n'a pas le choix, là, tu as ouvert la porte. Il faut que tu dis la chose. Tout le monde t'écoute, là. Non, c'est vrai, on a du monde. Non, mais comme j'ai des partenaires financiers avec lesquels je dois m'attacher aussi, j'apporte une partie du financement. Je veux m'assurer aussi, évidemment, que le financement que j'ai demandé, je vais pouvoir l'obtenir. C'est pour cette raison que je ne ferai pas d'annonce. Mais si vous me réinvitez dans 2 semaines, je pourrais faire une annonce avec plaisir. OK. Will voulait intervenir là-dessus. Est-ce que... Vas-y, Will. Oups. On n'entend pas? On n'entend pas. Oui, c'est la deuxième fois que ça m'arrive, désolé. C'est juste l'enjeu de représentation, en fait. Je pense que c'est important de le dire. Oui, c'est important aussi d'une certaine manière, parce que si on regarde la crise au début du coronavirus, on pensait qu'on n'était pas touché par ça en tant que communauté noire. Oui, parce qu'on ne se voyait pas. Les experts qui étaient là, on était toujours absents, hein, alors qu'on représente un bon pan de personnes qui travaillent dans le milieu des soins hospitaliers. Quand on regardait notre écran, il y avait Arruda qui faisait partie de la diversité, mais on ne voyait rien d'autre. Il n'y avait pas de personnes noires. Donc, on avait l'impression que c'était loin de nous. Et ça a un impact. Moi, la première fois que j'ai vu quelqu'un qui était une personne racisée, c'est la première préposée aux bénéficiaires qui est morte. J'ai fait comme, c'était la première fois que je voyais ça au Québec, quelqu'un qui était issu des communautés qu'on racise, être une forme d'expert, puis c'est celle qui est décédée. Et ça, pour moi, ça devient aussi dangereux parce qu'en pensant qu'on n'est pas affecté par ça, on prend moins de précautions. Et en prenant moins de précautions, bien, il y a plus de risques à ce qu'on donne à d'autres personnes. Donc, est-ce qu'on peut se permettre de ne pas parler de cette conversation-là au sein de nos communautés? Ça devient un danger parce qu'on voit qu'il y a un impact quand on est évacué de ce discours-là. Donc, il faut qu'on en fasse partie, qu'on a des experts et des expertes qui viennent donner leur point de vue. Et on en voit souvent, il y a une experte en microbiologie, des fois sur Internet, qui donne des commentaires. Madame Augustin. Absolument. Donc, ça fait du bien et il faut qu'on entende de plus en plus. Et quand on est, comme je dis, on doit travailler à pousser à cet égard-là aussi pour que nos voix soient entendues dans ces médias-là aussi en même temps. On va voir que je vais la réinviter pour qu'elle puisse expliquer, parce que je l'avais déjà fait une interview, mais pour sensibiliser les gens, parce que ce que tu dis est très important, Will, parce que les gens ne se sentent pas attachés à la COVID. On dirait que c'est loin de nous et pourtant, c'est à côté de nous. Et encore plus, maintenant, on a les caméras qui sont braquées devant nous, fait qu'on est clair que ça nous touche. Les caméras font de l'argent contre nous, OK? Oui. Mais les organismes qui travaillent dans la communauté ne toucheront pas à très peu de sous pour parler avec les gens qui sont touchés par ça. Et ça, c'est un autre point. C'est parce que les organismes sont pris au front à travailler. Je pense à la Maison d'Haïti, je pense à d'autres organismes, même à Montréal-Nord, pour ne pas les nommer. Et ces gens-là, maintenant, ils sont tellement pris dans cette crise-là, ils n'ont pas le temps de faire des demandes de subventions. Mais les autres ont le temps parce qu'ils ne sont pas sur le terrain. Moi, je n'en vois pas beaucoup d'organismes qui sont sur le terrain. Donc, est-ce qu'on va avoir un juste retour d'investissement aussi auprès de nos communautés pour un point de vue économique? Combien de business qu'on va perdre aussi? C'est vrai. C'était des gens qui étaient déjà précaires. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour tous ces business-là qui vont être touchés par rapport à ça? Puis des fois, c'est des gens qui dépendaient des salaires des gens qui travaillaient dans les soins hospitaliers, qui ne touchent plus leur salaire parce qu'ils ont dû rester justement coincés ou qui ont été atteints par la maladie ou quoi que ce soit. Fait que ça, c'est des enjeux importants qu'on n'a pas comme conversation. Qu'est-ce qu'on va faire pour pousser ces enjeux-là? On a besoin de politiciens comme Franz qui a un plan pour les communautés noires. Et moi, j'aimerais ça qu'ils nous disent, j'ai un plan justement, comme il mentionnait. Je serais curieux de savoir c'est quoi. Excuse-moi de te mettre sur le spot, mais j'aimerais ça. Il y a juste 4, là. Il n'y a personne qui nous écoute. On est juste 4. Ah, OK. Mais c'est bien. Est-ce que ça se trame? Est-ce que ça se parle, au moins? Ben, écoute, moi, je pense que oui, ça se parle. Écoute, par exemple, je vais vous donner un exemple tout simple que j'ai vécu cette semaine. En fait, je partage ça avec vous 4, nous sommes entre nous. C'est ce que vient de me dire Ansley. Moi, écoute, cette semaine, j'ai écrit une lettre personnellement à François Legault, le Premier ministre du Québec, et j'ai écrit une lettre à Justin Trudeau, donc le Premier ministre du Canada, sur l'enjeu de travailleurs de la santé, donc qui travaillent dans les CHSLD. Will l'a très bien expliqué tout à l'heure. 90% d'entre elles, de ces personnes-là, ce sont des femmes et qui sont montréalaises, qui sont dans nos quartiers, qui sont à Saint-Michel, à Montréal-Nord, à Rivière-des-Prairies, un peu partout, à Rosemont, mais qui travaillent en Montérégie, à la Naudière, à Laval, etc. Et qui se font souvent exploiter quand on regarde le salaire que ces personnes-là reçoivent. Et ce que j'ai mis en lumière, c'est l'épée de Damoclès qui est suspendue sur la tête de ces personnes, ces anges gardiens qu'on les appelle, qui sauvent des vies. Et il y a risque
que quelques mois plus tard, ou bien dans quelques semaines, quand les aéroports vont rouvrir, que ces personnes-là, on leur dise, écoutez, ben, merci beaucoup, vous avez été des anges gardiens, mais retournez chez vous. C'est vrai. Or, je crois que l'ultime geste de reconnaissance que le Canada, que le Québec doit envers ces personnes, c'est de régulariser leur statut. Moi, j'y crois profondément. Pour moi, c'est une question morale. C'est une question morale. C'est pas, avant de me parler d'une question légale, c'est une question morale. C'est la chose morale à faire avant tout. Pour ce qui est de, je vais terminer rapidement, Nsli, je vois ta main. Pour ce qui est du dossier des communautés noires, je pense qu'il y a des choses, je crois, qui se font actuellement. Et évidemment, il faut en faire plus, il faut faire mieux. Et il faut qu'on soit plus d'acteurs, plus de têtes autour de la table. Moi, je vois, par exemple, plusieurs plateformes, le Forum économique international des Noirs, le Sommet socio-économique des jeunes des communautés noires. Ça, c'est des plateformes intéressantes que je trouve où il y a possibilité d'échange, de discussion entre les intervenants pour essayer de travailler ensemble. Notre grand défi au sein des communautés noires, c'est d'arriver à travailler ensemble. Oui, travailler ensemble et aussi accepter de nous remettre en question aussi. Parce qu'il n'y a pas de collectivité qui puisse avancer sans que cette collectivité-là accepte de se remettre en question pour tout simplement pouvoir avancer. Et moi, je suis là-dedans, je suis dans cette dynamique. Et donc, la discussion, moi, je suis partie prenante de cette discussion-là. Will évoquait tout à l'heure les enjeux liés avec cette crise, c'est vrai, mais il y a aussi, toute crise aussi est une fenêtre d'opportunité. Et là, moi, je ne suis pas entrepreneur, mais je souhaite beaucoup que dans nos communautés, qu'on puisse créer un bassin important d'entrepreneurs. Une crise, c'est un moment aussi d'opportunité, aussi pour les gens qui ont la fibre entrepreneuriale, de dire qu'est-ce qu'on peut créer à partir de cela. Par exemple, vous voyez, ce soir, j'ai rendez-vous avec un jeune de Saint-Michel. C'est un jeune de Saint-Michel que je connais depuis longtemps, qui a décidé de partir avec sa conjointe, sa petite entreprise maison de fabrication de masques. Fabrication de masques et je vais le rencontrer ce soir. Je vais le rencontrer donc pour voir ce qu'il fait, pour voir comment on peut l'appuyer, comment on peut l'aider. On a besoin de plus de choses comme ça dans la collectivité. On a des groupes, parce que moi, je suis partie prenante du groupe 3737 qui, eux, justement, aident les entrepreneurs, justement des jeunes qui veulent se passer. Il y a vraiment un encadrement de A à Z pour justement ces personnes-là. On en a, mais je pense que peut-être que ce n'est pas assez dit et ce n'est pas assez visible. Parce que honnêtement, c'est une des raisons pourquoi que je fais le talent caché, c'est pour ce genre de cette plateforme-là, pour que vous puissiez parler, vous, en tant que politicien, Will, qui est un activiste, on doit vous entendre parce que je pense qu'il n'y a pas assez de plateformes pour entendre des gens comme vous. Si on ne vous suit pas, on ne sait pas que vous êtes là. Et puis malheureusement, les écrans sont un peu fermés lorsque vous parlez. À part France, on te connaît parce que, bon, évidemment, politicien, on te voit, mais est-ce que Will, il y a des politiciens comme France à Montréal-Nord pour justement écouter ta voix? Ah, laisse-moi prendre ma gorgée de vin. Je vais mettre de l'eau dans mon vin. Ah ben oui, parce que c'est important. Écoute, je ne sais pas comment répondre à ta question. Je pense que ça pourrait offusquer beaucoup de personnes. Il faut le dire. Mais moi, je pense que, honnêtement, dans des crises comme ça, je pense que c'est important que les politiciens en fassent plus. Et c'est la norme, c'est la base. Si nous, on est capable de se dévouer autant, nous, on est sur le terrain, OK? Parce qu'il y a des intervenants de certains organismes qui n'ont pas accès à leur bureau parce qu'ils sont fermés, parce qu'ils vivent dans des édifices publics. Donc, ils n'ont pas accès à ça. Mais ils sont habitués aussi à ce que les gens venaient chez eux. Donc, ils ne sont pas habitués d'aller rencontrer les gens. Nous, c'était tout le contraire. Donc, c'était simple pour nous de faire ça, de sortir et aller à la rencontre des gens. Et je trouve qu'il y a des politiciens, politiciennes qu'on n'a pas vus beaucoup durant cette crise. Je trouve qu'ils pourraient faire beaucoup plus de travail. Je trouve qu'ils trouvent beaucoup d'excuses pour dire on ne peut pas intervenir parce que ça, c'est municipal. On ne peut pas intervenir parce que c'est chez mon voisin. On ne peut pas intervenir parce que ça, c'est provincial. On ne peut pas intervenir parce que c'est fédéral. Après ça, on ne peut juste jamais intervenir et on ne voit jamais d'action. Ceci étant dit, il y a des actions qui se font. Il y a du travail qui se fait, puis je ne veux pas le nier. Il y a des politiciens et politiciennes qui font un travail quand même assez incroyable. Et des politiciens que moi, on ne me verrait pas parler avec ces personnes-là auparavant, avec des libéraux, des choses comme ça. Et je vois que Paul, effectivement, fait un travail, essaie de se retraire. Tu ne parlais pas avec des libéraux, Will? Je parle avec toi, donc ça arrive de temps en temps. Mais on ne me verrait pas pour être affiché avec ça, avec vous, excusez-moi. Avec toi. Mais c'est ça.
Et moi, au-delà des couleurs partisanes, quand il y a une crise, il faut agir le plus rapidement possible. Il ne faut pas utiliser des excuses, il faut être le plus présent possible. Et si on est absent durant cette crise-là, j'espère que les électeurs ne vont pas oublier ça. Et il y a quelque chose qui est important à mentionner. Il y avait une crise économique en 2008, OK? Il y a eu des coupures, des mesures d'austérité qui nous ont frappés jusqu'à aujourd'hui dans les soins de santé. Et ça fait en sorte qu'on était beaucoup plus faible quand on a fait face à ça aujourd'hui. Il ne faut pas se mentir présentement. Il y a eu beaucoup d'argent qui est injecté, mais ce qui s'en vient dans les prochains mois, ça va être des coupures partout. Et ces coupures-là vont nous faire encore plus mal. Et je ne pense pas qu'on est prêt pour ça encore. Et ça, c'est le prochain chapitre. Et moi, j'en ai très, mais très, très, très peur. Oui, voilà, d'où la raison. Moi, ça fait quelques années que je milite pour ce qu'on appelle un cahier de charge communautaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je regarde les grands groupes, les grandes collectivités, les communautés qui réussissent à faire bouger leur agenda politique, c'est des groupes qui ont un cahier de charge. C'est-à-dire que moi, je souhaite beaucoup, ardemment, qu'on se dote d'un cahier de charge de la communauté. Je regarde le sommet, évidemment, le sommet des jeunes des communautés noires pense sur les enjeux des jeunes des communautés noires. Mais quand on pense aux questions relatives à la communauté haïtienne ou aux communautés noires, ce ne sont pas que des questions jeunesse. Et il y a des réalités aussi, il y a des enjeux pour les femmes de la communauté haïtienne, il y a des enjeux pour les personnes âgées de la communauté haïtienne, il y a des enjeux pour les travailleurs et les travailleuses de la communauté haïtienne. Je regarde entre autres tout ce qui a été fait. Et puis au cours des dernières années, j'ai bien dit des dernières années, par exemple, par rapport à l'industrie du taxi, par exemple. Donc, et moi, je suis de ceux qui disent, écoutez, il est temps que nous ayons un agenda communautaire. Et cet agenda-là, ce n'est pas un politicien, ce n'est pas des politiciens qui vont pouvoir doter. Les politiciens vont pouvoir accompagner dans cette démarche. Mais c'est une initiative qui doit venir de la base, des organismes de la communauté, des associations représentatives de cette communauté qui vont pouvoir doter cette communauté d'un agenda pour dire, écoutez, nous comme communauté, dans 10 ans, dans 15 ans, voilà où est-ce qu'on veut aller. Et on a des enjeux dans 1, 2, 3, 4, 5 points. Voilà où est-ce qu'on veut aller et quel est l'engagement. Et moi, par exemple, lors des dernières élections provinciales, j'avais rencontré plusieurs membres de la communauté haïtienne regroupés au sein de l'association. J'avais vendu cette idée de cahier de charge. Et ce cahier de charge-là nous permettrait, quand vient le temps, quand quelqu'un vient nous voir et nous demande notre vote, par exemple, pour se faire élire, et dit à la personne, voici notre cahier de charge. Quel est l'engagement que vous êtes prêt à prendre par rapport à ce cahier de charge? Dans combien de temps? Et qu'est-ce que vous avez besoin pour le faire? Et ça, pour moi, je pense que c'est fondamental. Il faut qu'on ait un agenda politique. Il faut qu'on ait un agenda politique comme communauté. OK, mais je crois que l'agenda politique existe déjà, en tout cas, je crois. Will? Mais nous, on l'a fait, l'agenda politique pour Montréal-Nord en tant que crise pour dire c'est quoi les besoins qu'on avait. On a réussi à écrire quelque chose assez rapidement qui rassemblait tous les organismes, des gens issus de la communauté aussi, pour dire, bon, ben voici telle action qu'on peut faire, ainsi de suite. Ça se fait souvent, mais le blocage n'est pas dans l'écriture ou le rassemblement, parce que moi, je trouve que dans nos communautés, au contraire, on est très organisé, on fait beaucoup d'actions et on se réduit souvent à penser que, nous, on n'est pas ci, on n'est pas unis. Moi, je vois toujours le contraire. Qu'il arrive quoi que ce soit en Haïti, on est les premiers à se mobiliser. On est les premiers à être là. Les gens qui nous ont aidés, OK, pour la crise qu'on vit présentement à Montréal-Nord, principalement la communauté haïtienne. Les fonds viennent beaucoup de là, mais aussi des supporters, je ne devrais pas dire les supporters, mais les gens qui sont solidaires aussi à ça, les alliés, ainsi de suite. Nous, on ne trouvait pas de gel désinfectant. C'est Stéphane de Hey Sailor, qui est un Haïtien, qui est à un bureau à Montréal-Nord, qui nous a donné ce même gel-là. Et là, on a reçu des tonnes et des tonnes de gallons. Donc, les offres de masques, on a des gens qui décident de faire des masques pour notre communauté, des gens qui sont près de moi ou loin de moi ou quoi que ce soit. On est extrêmement bien organisé quand on y pense, mais on se minimise souvent. Et on est souvent minimisé aussi par les médias, tellement qu'on est minimisé par les médias qu'on finit par avoir une conversation à penser qu'on l'est, on le devient, alors qu'on est capable de faire des accords. En passant, aujourd'hui, là, on fait toute une différence. En passant, Will, si tu as quelques gallons de gel de trop, donc tu penseras solidarité à Saint-Michel. Absolument. Mais je vais passer le message parce que l'heure passe vite. Will a dit beaucoup de choses aujourd'hui. France a dit beaucoup aujourd'hui. Avant d'y aller, Ansley, il y a beaucoup de choses, parce que je vois le fil de presse rouler. Oui. Je voudrais peut-être juste souligner, parce que vous l'avez touché, lorsque j'avais levé ma main, Will a bien répondu, France a bien répondu. Mais les gens, ce que je vois vraiment sur le fil de presse par rapport à le post-COVID-19, donc une task force, une table de concertation, une table de consultation où on va regarder les bilans puis regarder comment on va aller à l'avant.
Là, Will, tu l'as très bien touché, Friends, vous l'avez bien touché, mais je crois que les gens qui sont là, dans le fil de presse, voudraient avoir un ambassadeur parce qu'on peut en parler, mais qui va prendre charge? Qui va être le porte-flambeau? Quel groupe va être le porte-flambeau? Il faut que quelqu'un se lève et dise on va le faire ensemble. Comme tu l'as mentionné, Friends, un cahier de charge. Mais en fait, on a actuellement des organismes, et je ne veux pas les mettre sur le spot. Je pense entre autres Will Anoméa, qui est fort extraordinaire, qui est dans Saint-Michel, c'est la Maison d'Haïti. Je peux parler du Bureau de la communauté haïtienne de Montréal. Il y a beaucoup d'organismes dans la communauté haïtienne. Il y a à Montréal-Nord, je suis sûr qu'il y en a aussi. Donc, il y a plusieurs organismes à Montréal-Nord qui existent aussi. Moi, je pense que ça prend cette volonté-là, donc, et non seulement les organismes, aussi les militants, aussi les intervenants. Donc, ça peut pas être seulement qu'une initiative entre des organismes seulement. Il faut qu'il y ait aussi d'autres citoyens qui s'y joignent, des compétences aussi qui s'y joignent. Par exemple, moi, je regarde actuellement l'enjeu du coronavirus au tout début, il y a 2 ou 3 semaines. Nous, on avait, en fait, une des inquiétudes que j'avais exprimées dans mes échanges avec plusieurs personnes, dont avec des experts, etc., et des membres de la communauté haïtienne, c'est à l'effet, c'est non seulement les effets collatéraux que peuvent subir la communauté haïtienne en termes de représentation des travailleurs de la santé, etc. Mais il y a des choses aussi, par exemple, dans notre communauté, on ne peut pas se le cacher aussi, il y a des croyances aussi de certaines personnes, de certaines personnes autour de ça, basées sur leur foi, basées sur des fois le vent. Donc, mais ça aussi, on ne peut pas les évacuer aussi. Ce sont des choses, quand on veut travailler véritablement pour une communauté, il faut tenir compte des éléments, des impondérants, je les appelle des impondérants à l'intérieur de la communauté, il faut lutter contre ces fausses croyances, etc. Mais en même temps, il faut lutter aussi, il faut travailler pour s'assurer que les institutions prennent en compte véritablement les besoins de cette communauté. Donc, on doit être sur 2 fronts en même temps. Une dernière intervention, après Noli, je te laisse aller, c'est que je vois que tout à l'heure, on parlait de pétition. Il y a une pétition qui roule, puis une demande de la part de pas mal des intervenants à Friends, c'est d'amener ce dossier de pétition pour régulariser le dossier des résidents aux politiques. On te demande d'être le porte-flambeau. Est-ce que tu offres ton engagement? Ben alors, on est toujours entre nous aujourd'hui. Ben écoutez, oui, c'est la responsabilité. Beaucoup de C'est la responsabilité. S'il s'agit de porter cette pétition-là à l'Assemblée nationale, c'est la responsabilité de 125 députés de l'Assemblée nationale lorsqu'on les adresse des demandes pour des pétitions de les porter. Donc, ça va être avec plaisir que je vais porter cette pétition à l'Assemblée nationale. D'autant plus, écoutez, il y a 48 C'est une longue réponse pour dire oui. Oui, c'est oui. C'est oui. C'est oui, bon, on est bon. C'est oui. Alors, j'ai une douzaine de personnes. J'ai parlé à une douzaine de personnes, une douzaine de femmes qui sont dans cette situation-là. Et pour moi, je suis honoré de pouvoir le faire. Excellent. Nice. Merci, Francis. Rajouter. J'aimerais rajouter, on voit les enjeux d'aujourd'hui. On parle des médias, le traitement qu'ils font à l'égard des Noirs. On voit le traitement au travail avec les préposés aux bénéficiaires qui n'étaient pas protégés de manière adéquate. Moi, je rajouterais même qu'on voit le traitement de jeunes qui reçoivent des tickets de 1 500 $ dans certains endroits. On voit les conditions du logement qui sont absolument pitoyables. On voit tous ces enjeux-là dans la santé qui a un traitement différent. Donc, on n'arrive pas à avoir des informations en lien avec les personnes noires. Et pourtant, et là, c'est pour revenir un peu à la question qui était posée tantôt pour dire qu'est-ce qu'on peut faire. On parlait de cahier de charge. En 2016, il y a un groupe de personnes qui ont dit qu'il faudrait adresser ces enjeux-là. En 2016, le racisme systémique. Et on a eu des fossoyeurs qui nous ont bloqué ces accès-là à travers les différents partis. Et ça, c'est des gens qui faisaient même partie de nos communautés. Si on avait adressé ces enjeux-là en 2016 de racisme systémique, qu'on vit aujourd'hui, qui sont très, très clairs et très apparents, pourquoi en 2016, on n'a pas eu autant de support qu'on aurait dû avoir pour adresser ces enjeux-là au sein de la société québécoise? Et aujourd'hui, on est en train de constater, comment ça se fait qu'on se fait traiter par les médias comme ça? Comment ça se fait que les gens, comme proposés aux bénéficiaires, ne sont pas bien traités? Comment ça se fait que nos jeunes reçoivent des tickets? Qu'est-ce qu'on attendait en 2016? Pourquoi on a pris autant de temps pour se rallier à une cause qui allait peut-être faire la différence aujourd'hui, puis on aurait pu protéger des vies? Donc, on a aussi une responsabilité en tant que citoyen, en tant que communauté, de ne pas avoir pris acte à cette époque-là d'adresser ces enjeux-là. Et je suis désolé, je suis un peu frustré parce que je portais ces enjeux-là avec d'autres collègues aussi, puis d'autres personnes qui croyaient à ça et qui croyaient que c'était nécessaire. Mais on nous l'a bloqué, cette campagne-là, pour adresser ces enjeux-là. Alors, des fois, il faut qu'on solidarise pour dire, on va essayer de faire une différence. Parce que 4 ans plus tard, on voit les coûts qu'on paye aujourd'hui pour ça.
Écoute, beaucoup de choses ont été dites. France, je pense que c'est un devoir en tant que politicien pour supporter la communauté. Will, tu fais un travail extraordinaire. Aujourd'hui, il y a une chose qu'on doit retenir, c'est la solidarité collective. OK? Will t'a parlé, France t'a parlé. Will t'a dit quelque chose que j'aimerais revenir là-dessus. C'est supporter la communauté parce que là, présentement, tu as besoin de masques, tu as besoin d'outils. Est-ce que tu peux dire où est-ce qu'on peut écouter toutes les gens? Je vais vous demander de partager l'émission, mais pas partager, mais partager l'émission parce que ça a un sens ce qu'on fait, ça a un impact ce qu'on dit. Et je pense que quand on a un politicien et un activiste qui est ici, ce n'est pas pour rien que ça existe, ce genre d'émission-là. Maintenant, en tant que communauté, on doit être solidaire. Je le demande en tant que Noli et en tant que tous les citoyens ici, de aider Will, France, Rivière-des-Prairies, Montréal-Nord, Saint-Michel, et de quelle façon on peut contribuer. Will, j'aimerais ça qu'on puisse, nous, soit apporter des fonds, soit apporter quelque chose, mais il faut qu'on fasse la différence. On doit le voir sur le terrain. Et j'aimerais ça qu'à un moment donné, les médias voient aussi ce qu'on fait. On fait déjà des bonnes choses. Mais Will, je te donne la parole pour que tu puisses me dire comment on fait pour te rejoindre, et apporter de l'argent. On est capable d'envoyer des 5 $, de 10 $ pour des musiques, mais on doit envoyer aussi pour Will. C'est très bien dit. Merci de me donner cet espace-là. C'est vraiment apprécié. Premièrement, on a des gens aussi qui sont isolés, donc essayer de prendre soin de ces gens-là, c'est absolument important. Si Franz a mentionné tantôt qu'il a besoin de gel, ben moi, je peux lui donner le contact, puis je peux apporter du gel, même pour Saint-Michel. Pour moi, c'est la même famille, c'est la même communauté, donc il faut s'entraider. Je vous invite à venir sur la campagne GoFundMe de Hoodstock, qui est Protégeons Montréal-Nord. Et elle a déjà réussi à avoir beaucoup de financement. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de faire en sorte que les jeunes puissent prendre charge de cette campagne-là, distribuer des masques, comme je le disais, des masques qu'on va pouvoir laver, pas des masques jetables, mais aussi distribuer des produits pour nos communautés, comme du gel désinfectant aussi, s'assurer que c'est des travailleurs et travailleuses de notre communauté qui en bénéficient. Donc, on est toujours dans cette logique-là pour faire en sorte qu'on puisse aussi sortir d'un cycle économique qui nous appauvrit parfois. Donc, allez voir sur ce site-là. Aussi, GoFundMe, Protégeons Montréal-Nord, on va le diffuser un peu plus bas. Aussi, on recherche des bénévoles, des gens qui seraient intéressés à y participer. Et si on peut collaborer avec les différents quartiers, tant mieux, je pense qu'on peut bâtir quelque chose. Et après ça, je pense que ça va être évident qu'il va falloir qu'on fasse une plateforme, que ce soit un cahier de charge ou quoi que ce soit. Mais je pense que ça va être important que ça émane un peu de nous aussi en tant que communauté, parce que j'entends des bonnes idées à gauche et à droite. Noli a des excellentes idées, Hensley aussi, Walter. On peut nommer un paquet de personnes qu'on n'a même pas sur cette liste-là. Je vois Thierry Lindor est en train d'essayer de ramasser le gouvernement pour une pétition pour qu'on puisse avoir des fonds qui soient distribués auprès de nos communautés. Donc, il faut qu'on se prépare à ce qui s'en vient par la suite parce que, comme je l'ai dit, ça va venir assez vite et ça va nous frapper assez fort parce que les mesures d'austérité nous avaient fait mal en 2008. Et je pense que c'est rien comparé à ce qu'on va voir prochainement. Je pense que là, les auditeurs ont suivi. Et écoutez, France, je vais aussi te laisser le mot. Il y a déjà plus de 10 000 personnes qui suivent cette émission-là. Et c'est important que vous le relayez parce que c'est notre voix. C'est nous qui devons faire la différence. Will l'a dit. France, je te laisse dire le dernier mot avant la surprise. Mais écoutez, dans un premier temps, merci beaucoup. Donc, ça a été un plaisir de partager ces quelques minutes avec vous. Merci Will, merci Noli, merci Hensley. Et merci à vous qui nous regardez. Donc, ça a été un plaisir. Je veux rappeler encore, moi, je l'ai toujours dit dans mon aventure politique que un politicien, ce n'est pas un politicien. Un politicien peut être un acteur de changement, ce n'est pas un politicien qui fait le changement. Le changement, c'est une communauté, c'est une collectivité qui se mobilise pour apporter le changement. Maintenant, Dr Arruda a beaucoup parlé de gérants d'estrade. Oui. Je trouve ça déplorable la manière qu'il en a parlé, mais moi, je nous invite à arrêter d'être des spectateurs, à arrêter d'être seulement que des commentateurs, mais à nous impliquer. Impliquez-vous dans des organisations, dans des organismes communautaires où ils ont besoin de bénévoles, ils ont besoin d'idées, de têtes, mobilisez-vous, regroupez-vous, 5, 10, soyez solidaires avec nos aînés, par exemple. On a beaucoup d'enjeux, on parle beaucoup de nos jeunes, c'est vrai, avec raison, mais on a beaucoup d'enjeux par rapport à nos aînés aussi. Donc, en matière de santé, par exemple, où on peut mieux faire pour soutenir nos aînés. Il y a des initiatives extraordinaires qui se passent dans la communauté. Par exemple, nous sommes l'une des rares communautés à avoir, sur une base annuelle, une clinique de santé communautaire. Ça, c'est quelque chose de bon.
qu'il faille reproduire dans d'autres milieux. Il y a des initiatives intéressantes. J'ai parlé du sommet tout à l'heure, mais tu as parlé du 37-37 au niveau économique. Nous sommes encore dans une crise de santé publique, mais la crise économique s'en vient. Oui. Et la crise économique s'en vient, et je suis d'accord avec Will, que ça va frapper fort. Maintenant, il va falloir que nous fassions preuve d'originalité, donc d'ingéniosité, pour pouvoir passer à travers. Et il va falloir aussi que nous fassions preuve aussi de... Le mot, il y a un mot qui me vient en tête, mais ce mot-là n'est pas parlementaire. Donc, on est juste nous quatre. Alors, soyons des militants. Soyons des militants parce que c'est notre cause. Voilà. Ansley, écoute, on est rendu à la mot de la fin. J'ai 5 minutes pour reprendre. Écoute, messieurs, vous n'avez pas compris. Ça ne dérougit pas. Je vois l'affaire rouler comme ça. Ansley n'arrive pas à poser toutes les questions. Oui, Ansley? Juste un commentaire. Vraiment, on parlait d'acteurs de changement, vecteurs de changement. Noli, avec ton émission dominicale, tu fais la différence. Tu as pu emmener un Will sur la table, tu as pu emmener un Friend sur la table. Puis ce que tu fais, ça n'a pas de prix. C'est priceless. Puis avec ton énergie, la façon que tu facilites l'émission, pour moi, c'est un plaisir dominical de venir partager mes émotions avec tes invités. Puis c'est vraiment une extraordinaire plateforme que tu offres à notre communauté. Bravo. Continue ton bon travail. Merci. Écoutez, la fête est arrivée, mais avant, c'est la fête des mères. Et j'avais demandé quelque chose de très spécial à France pour une dédicace pour toutes les mamans qui nous écoutent et tous ceux qui vont nous écouter. Alors, France, le mot de la fin est à toi. Et ensuite de ça, Will, je veux que tu m'envoies tes coordonnées. Je vais les poster et je vais demander aux gens qui vont écouter et ceux qui écoutent de relayer les formations parce que pour qu'on puisse devenir fort dans notre communauté, il faut qu'on s'unisse. Et ce genre de message-là va faire toute la différence. France, le mot est à toi. Merci beaucoup. En fait, je veux souhaiter encore bonne fête des mères à toutes les mamans. Parler de ma mère, c'est comme parler de toutes les mères. Et à chaque fois, ma mère n'est plus, mais à chaque fois que je rencontre une mère, je reconnais le visage de ma mère à travers d'autres mères. Alors, c'est un texte que j'ai écrit pour ma mère qui est inhumée au Gonaïves. Donc, alors, c'est un texte qui s'appelle « Pour ma mère, quelque part sur une montagne à la branle au Gonaïves. Je reviens de la montagne d'où me viennent les songes d'autrefois, à l'enfance des larmes. Le vent a noué ses cheveux au pied d'un manguier et j'entends sa voix à travers les feuilles. Entrant dans la cour, et comme la cour ne dort pas, je veillerai sur elle jusqu'au petit matin. Et comme la cour ne dormira jamais, je reviens de la montagne. Je reviens de la montagne avec mes roches et mon ciel. L'oiseau des paraboles qui trouve sa gîte à l'heure où tout est ensevelissement, par le bruit des vivants. Avec mes cris et mes joies, avec mes larmes et mon rire, j'ai tracé la route inébranlable de sa voix immuable dans ma tête. C'est toi, Franzou, c'est moi, maman. Je suis venu te voir, mal coiffé, avec quelques pansements et une guitare, et les salutations des amis d'en bas. Je suis venu te voir avec toutes mes teintes de bleu, mêlées au soleil et au vert des montagnes entourant ta demeure. C'est toi, mon fils, c'est moi, maman. J'ai des roches dans la main gauche et mon ciel dans la main droite. Franzou, qu'est-ce que je t'ai déjà dit à propos des gauchers? Tu avais raison, maman. Ces roches, c'est pour marquer le temps qui ne mourra jamais. Et le ciel dans la main droite, c'est pour te contempler. Je me réveille chaque matin en regardant ma main droite, la main qui te berce. Je reviens de la montagne avec mes mots et ton blues. Wongol, blues de ma mère, t'écrivais jadis dans mes didérances. Wongol, je reviendrai. Merci. Bonne fête des mères. Merci. Oh, écoutez, je n'ai pas grand-chose à dire. Merci, France. Bonne fête à toutes les mamans, toutes les personnes qui veulent être mamans, tous ceux qui sont ma tante, ma reine et tout. Merci, France. Bonne fête à tous. Je remercie pour l'émission, mes remerciements habituels à Ansley. D'ailleurs, c'est son anniversaire de naissance aujourd'hui. Alors, bonne fête à Ansley. Bonne fête, Ansley. À Judith Louis, qui est la directrice de communication, donc elle s'occupe vraiment de tout. À Michel et Edelyne et Marie-Charles, ma mère, qui sont là derrière moi, vraiment qui m'encouragent. Et puis, bonne fête à ma maman. Et puis, vraiment,
c'est très important de relayer l'information. Je veux plus que 10 000 personnes, je veux 100 000 personnes, mais 100 000 personnes pour qu'on puisse passer notre message. Alors, merci et bonne soirée à vous tous. Bye.